Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et nous sommes également avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Et si Vladimir Poutine était en train de perdre la guerre, mais sans pouvoir s'arrêter? Depuis plusieurs semaines, le Kremlin donne le sentiment d'un pouvoir sous pression. Sur le front ukrainien, les lignes russes reculent ou s'enlisent. L'Ukraine frappe désormais en profondeur des cibles sur le territoire russe, y compris autour de Moscou. Et à l'intérieur de la Russie, les signaux d'alerte s'accumulent. Pénurie d'essence, restrictions, tensions budgétaires, mécontentement diffus de la population. Dans ce contexte, Vladimir Poutine apparaît de plus en plus enfermé dans sa propre guerre, pris dans une logique d'escalade dont il semble difficile de sortir. Alors, une question s'impose, que peut-il faire maintenant ? Négocier ou aller encore plus loin ? Jusqu'où peut-il escalader ? Avec quelle marge de manœuvre, quelles ressources à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie ? C'est ce qu'on va voir dans ce dernier épisode de LMDS de la saison. Alors Jean-Marie, Alain, on était habitués jusque-là à une opinion russe dont soit on ne savait pas grand-chose, ou soit on savait qu'elle était fidèle à la patrie, d'accord avec l'opération spéciale, selon le terme donné à cette guerre par le pouvoir russe. Or là, on a quand même des signaux tangibles que ça va mal en interne. Je le disais, les pénuries, l'inflation, on a vu des vidéos de Russes mécontents faisant la queue pour se fournir en essence. Ça, c'est quand même nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est le fait que le porte-parole de Vladimir Poutine a considéré hier, je crois, devant une chaîne de télévision pro-Poutine, enfin russe donc, qu'il était inutile de parler d'opération spéciale. Et donc si on ne parle plus d'opération spéciale, on va parler de guerre. Et donc si on parle de guerre, ça signifie probablement des demandes du pouvoir vis-à-vis de la population qui seront pas de nature à renforcer sa popularité, parce que plane toujours la menace d'une convocation des conscrits, donc d'une mobilisation. Donc je ne sais pas si ce changement, cette acceptation d'un vocabulaire différent anticipe ou non ce type de mesures qui seraient prises par Vladimir Poutine. Par ailleurs, l'opinion russe avait déjà bougé dans le passé. Il y a déjà eu des manifestations d'ampleur qui ont toujours été suivies de zéro effet parce que le pouvoir tient quand même beaucoup par malgré tout, une forme de terreur. Vu le nombre d'opposants éliminés, de journalistes éliminés, d'anciens ministres qui tombent bizarrement de leur balcon, ainsi de suite. Donc il y a cet aspect-là qui tient les choses. Il y avait quand même eu l'épisode Prigojine, qui était le seul moment où, semble-t-il, Vladimir Poutine a été menacé, ou a perçu une menace, et donc, mais Prigojine s'est laissé, d'une certaine façon, rouler dans la farine par Vladimir Poutine, puisqu'il a cru à la réconciliation qui était proposée par Poutine, au lieu d'aller au bout de sa logique, qui consistait, au fond, à une sorte de putsch militaire. Et depuis, il n'y a plus rien eu en dehors des arrestations ou des manifestations sporadiques ici ou là. Le sujet d'étonnement pour les Européens que nous sommes était que lors de la guerre d'Afghanistan, qui faisait un certain nombre de morts, mais autour de 10 000 ou 20 000, je ne sais plus, je dis les choses, Alain corrigera. 30 000. 30 000 morts, ça avait suscité une vraie révolte de la population et donc avec une mobilisation des maires, des soldats. Là, les chiffres sont hallucinants de pertes et rien ne bougeait. Donc c'était quand même un sujet de perplexité. Alors est-ce que cela peut évoluer ? Je ne sais pas. Et là, actuellement, on parle de 30 000 hommes blessés ou tués par mois, côté des forces russes, selon le Center for Strategic and International Studies, qui fait plus ou moins référence sur la question. Alain Frachon ? Oui, c'est un moment sans doute très important de la guerre. Zelensky le dit assez bien dans une interview qu'il a accordée au tout début de la semaine au Financial Times. Il dit « La guerre sur le terrain est moins déterminante qu'elle ne l'a été. Et sur ce front-là, il n'y a pas vraiment de progression. Les Russes cherchent à conquérir les 20% du Donbass, cette longue frange qui borde la frontière entre les deux pays, et il leur reste à peu près 20% à conquérir.
ils n'y arrivent pas ou ils ont du mal. Ils ont de temps en temps des succès et puis à nouveau ça recule. Quelquefois, ce sont les Ukrainiens qui reprennent un village ou deux. Donc le front n'avance pas vraiment, il est gelé momentanément, ça ne va sans doute pas rester comme ça, mais sur ce terrain-là, il n'y a pas beaucoup d'évolution ou alors des évolutions très très lentes. Devant ce blocage, Poutine, lui, multiplie les attaques aériennes sur les villes, notamment sur les bâtiments civils. Ce sont des attaques aveugles, avec des drones ou bien avec des missiles. Mais comme le dit Zelensky, les Ukrainiens ont maintenant les moyens d'être concurrentiels dans la bataille aérienne avec leurs drones et leurs drones de longue portée, puisqu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient frapper jusqu'à 2500 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Ils ont frappé des raffineries de pétrole à 2500 kilomètres de leurs frontières en Sibérie. Donc, Zelensky dit ce qui va être un élément clé maintenant, c'est la bataille des airs, où nous sommes beaucoup plus concurrentiels que nous ne l'avons été. Donc, je ne dirais pas que la Russie perd ou qu'elle gagne. Même chose pour l'Ukraine. L'Ukraine tient le coup, le front tient plus ou moins le coup, et l'Ukraine peut répliquer maintenant et montrer à l'ensemble de l'opinion russe qu'elle n'est pas dans une opération spéciale, mais effectivement qu'elle est en guerre. Alors, il y a quand même des signes de part et d'autre qui montrent que la situation n'est jamais figée, ce n'est jamais un statu quo. Les Ukrainiens ont du mal à mobiliser. Il y a beaucoup de jeunes Ukrainiens qui s'en vont, qui partent, qui ne veulent pas être mobilisés. Les Ukrainiens ont du mal à mobiliser. La moyenne d'âge dans l'armée ukrainienne, qui doit mobiliser à peu près 1 million d'hommes, mais sur le front, je ne sais pas, sans doute plusieurs centaines de milliers, quelques centaines de milliers, l'âge moyen est assez élevé, entre 35 et 40 ans. Alors, voilà, les Ukrainiens veulent épargner une génération, celle qui étudie, et puis ils sont obligés aussi de mener des opérations de police pour rattraper les jeunes gens qui veulent échapper à la conscription. Mais la situation n'est pas meilleure côté russe. Côté russe, on a affaire à une armée de mercenaires. Poutine n'a jamais pris le risque d'une mobilisation générale. Il a très peur de son opinion publique à cet égard, ce qui pourrait laisser entendre que la guerre patriotique vantée, chantée tous les jours, ressassée par les médias russes, eh ben, elle n'est pas si patriotique que ça et que Poutine n'est pas si populaire que ça avec la guerre qu'il a lancée contre l'Ukraine en fin février 2022. Donc, il est obligé de payer de plus en plus cher pour trouver des gens à l'étranger ou en Russie qui veulent aller se battre en Ukraine pour le compte de Vladimir Poutine. Comme vous le rappeliez, Hélène, mort ou blessé grave, l'armée russe perdrait quelques 30 000 hommes tous les mois. Les pertes sont sans doute aussi très importantes côté ukrainien et sans doute aussi minimisées. Mais voilà où on en est, si vous voulez. Donc, Poutine est dans une impasse. Il semble que s'il veut progresser sur le terrain pour conquérir les 20% du Donbass qui lui reste à conquérir, et c'est son objectif maintenant, il s'est rabattu sur cet objectif, eh bien, ça prendra encore 2 ans de guerre, voire 3 ans de guerre. Bon, on peut toujours être surpris, hein, naturellement. Et quant aux Ukrainiens, ils font valoir qu'ils ont des moyens aériens, des drones notamment, qui menacent presque, pas toute la Russie, mais presque toute la Russie. Alors justement, quels sont les scénarios stratégiques maintenant pour Vladimir Poutine? Est-ce qu'il a le choix entre négociations, escalade de guerre? Quelles options s'offrent à lui en fait? Écoutez, si l'on s'en tient à ce qu'on sait de lui, à sa manière de faire, ça va être l'escalade. Ça va pas être la négociation. La négociation, il a déjà fixé les limites à la négociation. Pas question de négocier sur la totalité du Donbass. Nous voulons l'entièreté du Donbass. Et donc, c'est ce qu'il a demandé. Et il a cru qu'il avait le soutien de Trump. Il a cru lors de la rencontre d'Anchorage en août dernier qu'il avait le soutien de Trump. Et puis Trump a laissé tomber. Trump a été pris par ailleurs. On sait ce que valent les engagements de Trump. Donc, Trump a sans doute changé d'idée. Il a renoncé à faire pression sur Kiev pour que Kiev cède ses 20% restants. Alors, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais non, c'est 5000 km² et avec 2, sinon 300 000 habitants dessus, des villes importantes, des villes fortifiées.
et qui barre la plaine qui mène à Kiev. Donc les Ukrainiens ont toutes les bonnes raisons de s'accrocher. Mais on peut discuter, on peut démilitariser, on peut prévoir un référendum pour dans 25 ans ou dans 50 ans, on peut neutraliser cette région, c'est 20%. Poutine dit non, non à tout ça, à toutes ces possibilités. Il n'a jamais laissé ouvert une négociation sur les 20% de territoire du Donbass que son armée n'arrive pas à conquérir. Et donc, il va choisir, je pense, l'escalade. Et la plupart des gouvernements occidentaux s'attendent à un été très difficile dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a un élément qui nous manque, c'est que jusqu'à présent, Poutine pouvait agir à l'abri du soutien de Donald Trump, qui, dans toutes les décisions qu'il avait eu à prendre, avait consisté à affaiblir de fait l'Ukraine, au point que les Européens se sont retrouvés pratiquement seuls à soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et donc la question est posée parce que, à l'issue du sommet de l'OTAN qui a eu lieu à Ankara, on a perçu quand même un changement dans l'attitude de Donald Trump, puisque à la fin de sa conférence de presse, de façon totalement inopinée, et vous me direz c'est la règle avec lui lorsqu'il prend la parole, et inattendue, il a dit mais de toute façon les Ukrainiens vont pouvoir fabriquer des patriotes, puisque l'essentiel de la bataille pour le président Zelensky, c'est la couverture aérienne, c'est-à-dire la protection du ciel, et jusqu'à présent, autant les Ukrainiens arrivent à déjouer les tirs de drones, autant ils ont du mal et ils n'arrivent pas à déjouer les tirs de missiles, faute justement de missiles patriotes qui pourraient contrarier la trajectoire de ces missiles russes. Donc le fait de les autoriser à fabriquer des missiles patriotes, c'est évidemment un geste majeur de la part de Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que Trump revient dans le giron, j'allais dire, et va s'aligner sur les Européens, en tout cas dans le soutien à l'Ukraine? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas pour le moment, c'est un avantage qu'avait Vladimir Poutine et qu'il perd, ne serait-ce que le temps des concessions que Trump vient de faire en faveur de Zelensky. Vous disiez, Alain, que les chancelleries européennes ont toutes les raisons d'être inquiètes là pour cet été. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la Russie risque de poursuivre sa guerre hybride? Qu'est-ce qu'on redoute? Mettons-nous à la place de Vladimir Poutine. Il a lancé sa guerre donc le 22 ou le 24 février 2022 et 10 divisions blindées sont enfoncées sur Kiev. Il a perdu cette bataille. Il n'a pas pu prendre le contrôle de Kiev qui lui aurait permis de soumettre l'ensemble de l'Ukraine. Il a perdu cette bataille à un moment où d'ailleurs les militaires ukrainiens, l'armée ukrainienne ne recevaient pas le soutien occidental particulier. Et donc c'est véritablement un exploit des forces ukrainiennes d'avoir décimé ces 10 divisions blindées. À ce moment-là, il se rabat sur le Donbass, historiquement russophone, sinon russophile, et qui faisait partie dans une configuration qui remonte au 19e, qui faisait partie de la nouvelle Russie, de l'Empire russe, notamment avec la Biélorussie. Et donc, il se rabat là-dessus, et il n'y arrive pas. Et sans doute, cela a-t-il coûté, ces années de guerre ont coûté probablement 300 000, 350 000 morts chez les militaires russes. Et probablement, les blessés graves se comptent en centaines de milliers. Et là, je vous donne des estimations qui sont les estimations les plus couramment citées, notamment celles que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, il est obligé de payer de plus en plus cher des mercenaires russes ou étrangers, d'ailleurs, pour aller faire la guerre. Alors, il ne peut pas obtenir moins que le Donbass. C'est la seule victoire qui lui permettrait de masquer ce qui est une défaite russe et un échec stratégique de la part de la Russie, qui a vu l'OTAN augmenter encore à ses frontières. C'est un échec politique et militaire, pour ne pas parler d'autres domaines. Donc, il lui faut le Donbass. Alors, il a 4 possibilités, à mon avis. Il va se lancer dans une escalade, au moins ponctuellement, vraisemblablement cet été ou cet automne. Il a plusieurs possibilités. Soit il essaye de masser à nouveau des troupes, soit il trouve les troupes nécessaires pour lancer une nouvelle offensive au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, dans le Donbass, et conquérir l'ensemble du Donbass et faire reculer l'armée ukrainienne dans cette région-là, et s'emparer de l'ensemble du Donbass et de dire à Moscou, voyez, j'ai obtenu, c'est une grande victoire, nous avons repris des terres où les minorités russophones étaient maltraitées, etc., etc. Donc, il peut faire ça, ça peut marcher, il peut y avoir une offensive terrestre russe cet été.
La deuxième possibilité, c'est d'en revenir, mais ça n'a pas marché, à ces menaces d'emploi de l'arme nucléaire tactique. Mais je pense qu'il y a un veto chinois là, et la Russie dépend de plus en plus des Chinois. Ensuite, les militaires vous expliquent eux-mêmes qu'ils ne voient pas très bien à quoi ça servirait sur le champ de bataille, que les Russes seraient aussi concernés que les Ukrainiens dans le cas de l'emploi d'une arme nucléaire tactique. Bon, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais je pense que ça relève plus de la gesticulation et de l'intimidation qu'autre chose. Il peut s'en prendre ponctuellement, momentanément, pour tester l'OTAN, pour voir comment les États-Unis réagissent, pour forcer une négociation. Il peut ponctuellement s'en prendre à un des pays baltes, des 3 pays baltes. Et en ce moment, en Lituanie, vous avez les Lituaniens spéculent sur une possible offensive ou sur des provocations de l'armée russe contre eux. Et enfin, il peut, quatrième possibilité, c'est poursuivre, mais augmenter la guerre hybride qu'il mène contre les Européens, c'est-à-dire la désinformation, la bataille dans le cyberespace, les manipulations de l'opinion, les sabotages de voies de chemin de fer, les tentatives d'assassinat contre le patron de Rheinmetall, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Et donc, il peut continuer, passer à un échelon supérieur dans cette guerre hybride pour forcer les gouvernements européens à faire pression sur Kiev. Voilà ce à quoi on pourrait s'attendre, des scénarios possibles pour les semaines ou les mois qui viennent. Je pense que le 4e scénario est déjà engagé, parce qu'ici et là, on voit bien il y a des incidents un peu partout en Europe, et ce scénario-là est déjà engagé, plus les gesticulations consistant à envoyer des bateaux de guerre pas très loin des côtes britanniques ou pas très loin des côtes suédoises, ainsi de suite. Il y a un élément nouveau dans tout cela, c'est que pendant ce temps-là, l'Ukraine a pris l'offensive en Crimée. À la surprise générale d'ailleurs, parce que personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine réattaque de ce côté-là. Donc ça aussi, ça va compliquer un petit peu les choses sur le plan militaire pour Vladimir Poutine, même si la Crimée, c'est quand même un symbole fort, puisque c'était le premier acte de la conquête russe, c'était la Crimée. Donc de ce point de vue-là, Zelensky a en 2014. Oui. De ce point de vue-là, Zelensky a agi là où ça fait mal. En revanche, il y a déjà une riposte russe qui est en cours et qui est l'accentuation, riposte, c'est le mot est mal choisi, l'accentuation des bombardements sur Kiev, où là on passe à un scénario qui évoque la situation de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, tellement les bombes tombent sur la ville et sur les civils évidemment. Donc ça, il faut s'attendre à ce que cet aspect-là des choses soit aggravé par la réaction de Vladimir Poutine, me semble-t-il. Et puis en revanche, il y a dans la prise de conscience des uns et des autres, je pense qu'il y a des éléments qui vont quand même contribuer à ouvrir les yeux de ceux qui voulaient les garder fermés. Ce sont les exactions des troupes russes sur les prisonniers, au mépris de tous les récits des gens qui reviennent de cela sont absolument effrayants. Le sort des enfants, parce qu'on oublie qu'il y a un certain nombre de milliers d'enfants qui ont été kidnappés et envoyés en Russie, privés de leurs parents et de leurs... russifiés. Et donc, oui, exactement. Et donc là, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui seront de nature à nourrir, une fois que les armes se seront tues, si elles se taisent un jour, à nourrir vraiment un vrai procès contre Vladimir Poutine et ses méthodes, parce que ça c'est largement passé sous silence aujourd'hui, mais c'est la réalité que vivent les Ukrainiens. La réalité que vivent les Ukrainiens et cette guerre qui risque donc de connaître un nouvel été tendu dans sa 5e année. Cette guerre désormais plus longue que la Première Guerre mondiale. Merci Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani, à très bientôt. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.